suite de l'interview de François Mitterrand hier soir sur France 2. Si tout le monde salue le courage du chef de l'État concernant sa maladie, les réactions sont plus contrastées à propos des explications de François Mitterrand sur son itinéraire politique durant la guerre et surtout sur ses relations prolongées avec René Bousquet dans ce journal dossier complet. Le cardinal de Courtrai, toujours entre la vie et la mort, victime hier d'une attaque cérébrale, l'archevêque de Lyon est dans un coma profond. Le gouvernement a confirmé cet après-midi l'ouverture d'une partie du capital de Renault au public avant la fin de cette année. Dans ce journal, la réaction des salariés et le commentaire en direct du PDG de Renault, Louis Schweitzer. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons dans un instant. Dans ce journal également, les résultats et les premiers buts de la soirée européenne de football. Avec le match opposant Nantes à Volgograd, les Canaries ont été battus 3-2. Nous terminerons ce journal avec un revenant, Francis Cabrel, de retour sur scène après 5 ans d'absence pour une véritable tournée marathon. Madame, Monsieur, bonsoir. Je me trouve devant des échéances qui ont des rapports avec la sincérité. Hier soir, sur France 2, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach, François Mitterrand n'a pas hésité à évoquer sa brève espérance de vie, ce qui l'a conduit à parler sans détour de certains épisodes controversés de sa jeunesse, mais aussi et surtout de ses relations très critiquées à gauche avec René Bousquet, avec un leitmotiv « J'ai la conscience tranquille ». Nous allons y revenir très longuement dans ce journal. Aujourd'hui, tout le monde salue le courage physique et moral du président qui a évoqué longuement l'évolution de sa maladie en affirmant qu'il était en situation de combat, mais qu'il espérait bien ne pas être contraint à démissionner. Jusqu'à ce jour, je n'ai été empêché de rien et je n'y ai pas acquis de complexe ni de sentiment d'impossibilité. Bon, au point où j'en suis, ça devrait durer encore quelques temps quand même. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de pronostic qui puisse se justifier. Est-ce que vous savez combien de temps il vous reste à vivre ? Alors moi, naturellement, comme je suis malade, ce qui heureusement n'est pas votre cas, cela peut connaître des accélérations. Mais je n'en sais rien moi-même. Je suis en situation de combat. Et quand je livre un combat, je me mets aussi dans l'état d'esprit de celui qui le gagnera. Oui. Si la souffrance crée une situation qui fait qu'on se retourne uniquement vers soi-même, que le reste des soucis humains paraissent comme très lointains, notamment les soucis de l'État. Alors il ne faut pas rester. Mais je n'ai pas connu de période qui m'ait amené à ce point de réflexion. On a mesuré hier soir le chemin parcouru depuis l'époque, il y a 20 ans, où Georges Pompidou était officiellement victime de crise d'hémorroïdes ou encore de grippe à répétition. Cette fois, la transparence est presque totale, transparence voulue par le président lui-même. Jean-Daniel Flezaki a voulu savoir comment avaient réagi les téléspectateurs hier soir. Ça me touche et ça me dérange un petit peu parce que j'étais dans la position d'un voyeur impuissant. Je ne pouvais pas zapper parce que l'homme était émouvant. Mais en même temps, le sujet est très délicat, c'est la mort. Moi, je pense plutôt qu'il veut qu'on ait pitié de lui, quoi. Les gens le harcèlent tellement avec ça. Il a peut-être envie de dire « fichez-moi la paix ». C'est tout, je suis comme un autre, je souffre. Alors vous le voyez, parce que je pense que ça c'était flagrant. À l'image, on voyait qu'il souffrait, alors foutez-moi la paix. Je trouve que c'est normal qu'ils nous en parlent et puis j'ai eu un peu mal au cœur. On aime bien savoir par qui on est dirigé, ce qu'ils font, donc on aime bien aussi savoir où ils en sont au niveau santé. Ça me paraît honnête, tout simplement. Ça fait partie du contrat lorsqu'on élit quelqu'un, de dire la vérité? Oui, je trouve. Je trouve que ça fait partie du contrat, tout à fait. La partie politique, ça me gêne vraiment. Mais la partie physique, ça me gêne pas du tout. Qui nous raconte des histoires, mais la partie politique, ça m'a gêné un peu. L'émission d'hier aurait pu être sous-titrée « Les brûlures de l'histoire ». Pendant plus d'une heure, en effet, François Mitterrand est revenu dans le détail sur son itinéraire personnel aux heures les plus sombres de l'occupation. Le président a reconnu que le régime de Vichy est, je le cite, essentiellement condamnable et même criminel pour sa législation antisémite. Une législation qui lui était inconnue à l'époque, a-t-il expliqué. Vous me dites des lois anti-juives. Il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien, ne fait et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers, dont j'ignorais tout. Car dans tout ce que je vois, dans tous les commentaires qui sont faits, on oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne. Et que m'étant évadé 2 fois en vain, j'avais fait pas mal de stages en prison. Pas simplement prisonnier de guerre, mais en prison tout court. C'était à 100 lieues de connaître ces choses-là. Dans les camps de concentration,
Et j'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose. En 42? J'ai appris ça en 44. Ce degré de sauvagerie, cette barbarie qui était inimaginable. Ce long entretien n'a pas épuisé totalement les interrogations soulevées notamment par le livre de Pierre Péan. Un certain nombre de questions restent en suspens et Nathalie Saint-Cric a demandé des réponses à l'historien André Rousseau, co-auteur avec le journaliste Éric Conan du livre Vichy, un passé qui ne passe pas. En 1940, François Mitterrand est prisonnier, coupé du monde. Il déclare ne pas avoir su ce qui se passait en France à l'époque. C'est plausible parce que le milieu des prisonniers de guerre, faut bien comprendre que c'est un milieu à part. C'est 1,5 million d'hommes qui ont été coupés du pays en juin 40, qui ont été emmenés dans les stalags, les oflags, dans les camps de prisonniers, et qui n'ont une perception de la France que de façon très lointaine. Ils sont dans un autre univers, et ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas du tout la perception qu'ont les Français. Ils n'ont pas compris tout de suite, même il leur faudra beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là en France occupée, notamment Pétain, qui est une figure vénérée parmi les prisonniers, mais dont ils ne perçoivent pas la politique. François Mitterrand s'évade et arrive à Vichy. Il déclare avoir tout ignoré ou presque des lois anti-juives promulguées par l'État français. 1940, il y a une législation antisémite qui est prise d'autorité par Vichy, en gros sans pression allemande. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifiquement français. Ce dispositif, le jeune Mitterrand peut l'ignorer quand il arrive à Vichy en 1942. C'est à la rigueur plausible. À partir de l'été 1942, on entre dans une autre phase, dont Bousquet d'ailleurs est le principal animateur, qui est la participation aux déportations massives de juifs étrangers notamment. Bon, à partir de là, c'est un événement majeur dans l'évolution de Vichy, je dis bien majeur, non seulement pour la France occupée, mais pour le régime lui-même. Donc qu'un fonctionnaire là soit pas au courant, ça me semble invraisemblable. Voilà. L'après-guerre, François Mitterrand, comme d'autres, fréquentera René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, jugé en 1949, a été acquitté par la Haute Cour de justice. Son rôle dans les persécutions antisémites ne sera établi qu'à la fin des années 70. François Mitterrand le rencontrera jusqu'en 1986. Peut-être pour l'opinion, le nom de Bousquet, c'est quelque chose, c'est pas encore vraiment clair. Mais pour quelqu'un comme Mitterrand, si. Alors la question de dire, on ne savait pas jusqu'en 86, j'ai du mal à y croire. Donc à partir de là, c'est probablement lui, l'homme qui refuse d'assumer une amitié, bon, qui le regarde. Moi, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais le Bousquet de la solution finale, comme historien et même n'importe quel journaliste peut le vérifier, à partir du début des années 80, c'est bien le Bousquet qu'on connaît. Enfin. On vient de le dire, le président a évoqué longuement le point le plus douloureux pour certains de ses compagnons de route, celui de ses relations prolongées avec René Bousquet, l'un des hommes clés de la déportation des Juifs sous le régime de Vichy, que François Mitterrand reconnaît avoir rencontré, comme bien d'autres personnalités, une douzaine de fois entre 1950 et 1986. Il est accusé d'actes insupportables, mais il est acquitté de cela par une haute cour de la justice qui n'était pas tendre. Il rentre dans la vie normale et il est reçu partout. Alors ils étaient aveugles, tous ces types-là? Mais aveugles sur quoi? Mais de quoi me parlez-vous? Mais ils sont en face d'un homme qui a été acquitté par la haute cour de justice, presque avec félicitations, c'est-à-dire levé de l'indignité nationale, auquel on rend ses décorations en disant, bon, il a fait des fautes, mais il s'est comporté de telle sorte qu'il mérite d'être acquitté. Quel sentiment de justice a-t-on? Et pendant 30 ans, il vivra comme ça à Paris. Et vous, à partir de quand vous ne le voyez plus? Je crois que c'est au début de 86. C'est-à-dire quand a commencé à se répandre le bruit, oui, mais le procès de 49 ne possédait pas toutes les informations sur l'affaire du Veldiv. C'est plus grave que ça, son rôle est plus directement engagé. Moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas à dire c'est vrai, c'est faux. Mais je suis président de la République, 85, 86, et je pense, d'ailleurs lui aussi le pense, puisqu'il m'a jamais demandé rendez-vous, nous ne sommes plus vifs qu'à sa mort. Inculpé en 92 pour crime contre l'humanité, pour son rôle pendant l'occupation, René Bousquet a été assassiné, on s'en souvient, en juin 93. L'action de la justice est donc éteinte, et cet homme a probablement emmené un certain nombre de ses secrets dans sa tombe. Éric Lemasson. René Bousquet avait presque réussi à terminer sa vie en notable respectable et respecté. Ses funérailles en juin 93 seront pourtant célébrées en toute discrétion, presque à la sauvette, après son assassinat spectaculaire par un illuminé. Pour le reste, l'objectif principal de la vie de René Bousquet avait été atteint, faire carrière. Faire carrière, c'est d'abord devenir en 1940 le plus jeune préfet de région de France.
Déjà titulaire de la Légion d'honneur, Bousquet est un haut fonctionnaire de 31 ans si habile que Pierre Laval le remarque et le nomme en avril 1942 secrétaire général de la police. Faire carrière, c'est donc servir la machine administrative de Vichy. Ainsi, René Bousquet rencontre à Paris Heinrich, l'un des plus hauts dignitaires nazis, pour y négocier notamment la collaboration de la police française avec les nazis sur les questions juives. 1949, Bousquet, le collaborateur, est jugé. Mais bien que condamné à 5 ans d'indignité nationale, la Haute Cour le relève de cette condamnation pour fait de résistance. Je suppose qu'en 1949, on ne connaissait pas le dossier Bousquet, on l'a découvert plus tard. Parce qu'enfin, ça paraît impensable que Bousquet, qui a été le secrétaire général de la police de Vichy, qui avait la responsabilité de la RAF, qui a été plus loin que les Allemands, puisqu'il voulait prendre les enfants, et qu'il a pris d'ailleurs, il y a un trou. Je ne m'explique pas que quelqu'un avait, pour employer une expression vulgaire, je dirais, est-ce que quelqu'un a planqué le dossier? Sa seconde carrière, René Bousquet l'amènera dans les affaires, toujours aussi brillamment. Entré dans le groupe Indosuez, il se construira en 25 ans l'image d'un homme riche et influent, présent dans 12 conseils d'administration, introduit aussi dans la presse grâce à ses liens avec la Dépêche du Midi. C'est pourtant un article de presse qui fera ressurgir le passé de Bousquet. Dans l'Express, un ancien collaborateur français le met en cause. Nous sommes en 1978. Certains dirigeants d'entreprises comme Antoine Veil réalisent alors qui est vraiment l'homme qui siège à leur conseil d'administration. J'ai trouvé ça tout à fait intolérable. Je suis allé voir le président de la société et je lui ai dit que si ce Bousquet ne quittait pas le conseil d'administration, moi je quitterais la direction de la société. Bousquet a quitté le conseil d'administration. Et quel type d'homme était-il dans ce milieu? Un homme d'affaires comme les autres, portant beau, portant Légion d'honneur, avec des interventions généralement intelligentes et quelquefois un peu caustiques. La suite, c'est dès 1983 des révélations de Serge Klarsfeld, documents à l'appui, puis sa plainte en 89, puis l'inculpation en 91 pour crime contre l'humanité, jusqu'à l'assassinat de René Bousquet en juin 1993. Avant l'entretien du chef de l'État sur France 2 hier soir, Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, reprochait à François Mitterrand d'avoir fait obstacle au cours de la justice dans l'affaire Bousquet. Serge Klarsfeld a bien évidemment écouté le président hier soir. A-t-il été convaincu par ses arguments? Reportage de Guylaine Chenu. Un spectateur attentif, Serge Klarsfeld. Pour ces 2 heures d'écoute respectueuse et sans complaisance, un stylo et un bloc. Chaque mot, chaque date est passé au crible de sa mémoire. Première réaction, le statut des Juifs que François Mitterrand dit ignorer en 1942. Lui-même, il a eu, pour entrer dans sa fonction publique, il a eu à signer une déclaration concernant ses grands-parents, qu'il n'était pas juif, etc. Donc, il le connaissait obligatoirement. Avec d'autres, Serge Klarsfeld s'est battu pour que soit jugé Barbie, Papon ou Touvier. Le moment attendu, c'est l'échange sur l'affaire Bousquet et l'amitié de François Mitterrand qui dure jusqu'en 86. Disons en fin 78, le statut de Bousquet comme responsable organisateur de la rafle du Vel-d'Hiv est connu de toute la classe politique et de l'ensemble des Français. En 78, c'est lui, Serge Klarsfeld, qui déclenche l'affaire Bousquet. Une affaire qu'il connaît bien. Au cours de l'entretien, c'est même parfois lui qui répond, qui termine les phrases. Quand vous l'avez connu? Je l'ai connu, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. C'est-à-dire après qu'il passait en haute cour. Il a été acquitté. Une mascarade, disent les historiens. Non, il n'a pas été acquitté, il a été condamné. Et relevé. De cet étrange face-à-face entre 2 hommes qui se connaissent, qui ont œuvré ensemble pour la mémoire juive et se sont parfois opposés, Serge Klarsfeld n'en sortira pas convaincu. Jean Moulin, lui, il a dit non, il est parti au martyr. Et Bousquet et Papon ont dit oui à donner des enfants juifs par dizaines dans le cas de Papon, des enfants juifs par milliers dans le cas de Bousquet. Et les Français doivent regarder vers Jean Moulin. C'est tout ce qui fait la différence entre le gaullisme et le mitterrandisme. Seule satisfaction pour Serge Klarsfeld, la condamnation par François Mitterrand du régime de Vichy. Hier soir, le président de la République a tenu à éclairer certaines de ses décisions parfois mal comprises de l'opinion publique, en mettant en avant son souci de la paix civile, de la réconciliation des Français, rappelant qu'il avait dû imposer aux dirigeants socialistes, notamment l'amnistie des généraux de l'OAS. François Mitterrand a expliqué sa philosophie. Mon point de vue, depuis de longues années, c'est qu'il faut tenter de mettre un terme à la guerre civile permanente entre Français. Que si on mêle tous les éléments de l'histoire où les Français se sont déchirés, si on n'y met pas un terme, si on n'essaie pas d'y mettre un terme,
ce qu'on ne dit pas comme il faut par rapport à la France. Votre principe, je défends en tant que président la paix civile. Donc j'ai toujours dit au Conseil des ministres, j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit aux différents gardes des Sceaux, dont certains ne partageaient pas mon opinion, mais qui acceptaient de raisonner, j'ai dit, ne mettons pas de raisons supplémentaires, de charges explosives dans une société déjà extrêmement divisée, c'est-à-dire la société française. Dans cet esprit, le chef de l'État jouait totalement le jeu de la franchise, prisant même pour certains la provocation, en reconnaissant qu'il avait recommandé à ses gardes des Sceaux de freiner certaines procédures judiciaires qui ravivaient certaines plaies dans la société française. Dominique Verdeillan. Mai 91, 7 mois après son arrivée à la chancellerie, Georges Kiegemann, ministre délégué à la Justice, passe à sa façon le flambeau à Michel Sapin. Un poste qui, dit-il, ne lui donnait pas la disposition de l'action publique. Certes, en 90, Georges Kiegemann avait déclaré il y a d'autres moyens qu'un procès pour dénoncer la lâcheté du régime de Vichy. Mais aujourd'hui, l'ancien ministre se défend d'avoir freiné le cours de la justice dans le dossier Bousquet. Moi, Georges Kiegemann, car c'est de moi et de moi, fils de déportés juifs, que pour faire un coup médiatique s'est servi à l'époque Maître Klarsfeld. Moi, le président Mitterrand ne m'a jamais rien demandé, et que moi, je n'ai jamais rien demandé à quelque magistrat que ce soit. Pas de pression pour Georges Kiegemann, aucune ingérence politique, affirme Pierre Truche, à l'époque procureur général, pour qui seuls des problèmes de droit expliquent le retard pris. Bousquet, mais aussi Maurice Papon. Maître Boulanger a porté plainte contre l'ancien ministre de Giscard d'Estaing. C'était en 81, au lendemain de l'élection de François Mitterrand. On comprend mieux pourquoi nous n'arrivons pas à faire aboutir cette procédure Papon. Pourquoi il nous a fallu 14 ans, c'est-à-dire très exactement les 2 septennats de François Mitterrand, pour ne pas aboutir à une audience de la cour d'assises, que nous demandons toujours avec fermeté. 14 ans plus tard, l'instruction n'est toujours pas close. Si procès Papon il n'aura pas lieu avant la fin de l'an 95. Maurice Papon, ancien ministre, ancien préfet, comme René Bousquet, attend un non-lieu. Maurice Papon, inculpé pour crime contre l'humanité, aura bientôt 85 ans. Au cours de l'émission, François Mitterrand a affirmé plusieurs fois avoir la conscience tranquille et être en paix avec lui-même, tout en se déclarant soucieux de répondre à l'inquiétude honnête des Français, pour reprendre ses termes, et plus particulièrement à ceux que l'on appelle le peuple de gauche, ceux qui lui ont fait électoralement confiance dans le passé. Je veux absolument que ce que je vous dis à vous, Jean-Pierre Elkabbach, soit compris par des centaines de milliers, peut-être des millions de braves gens qui ont un choix socialiste profond et réel. Et je ne veux pas leur faire de peine. Et je ne veux pas qu'ils croient que mon passé ou que mon action présente pourrait en quoi que ce soit diminuer la valeur de notre combat commun. Le message a-t-il été reçu par le peuple de gauche? Pour le savoir, Benoît Gadret a rencontré 2 militants de longue date du Pas-de-Calais, l'un des plus vieux bastions du socialisme français. 2 témoignages qui, bien évidemment, n'ont pas valeur de symbole, de sondage. Ils sont des militants de la première heure. René Barra a même participé au congrès d'Épinay, délégué pour le département du Pas-de-Calais. Avec son ami Georges Croxel, il est resté fidèle au Parti socialiste, fidèle à cette fédération ouvrière, une des 2 plus importantes de France. Mitterrand, c'est 25 ans de leur histoire, l'homme qui a porté le socialisme au pouvoir. Chacun sait dans le Pas-de-Calais, parmi les socialistes, que Mitterrand, ça fait 14 ans qu'il est au travail pour gouverner. Auparavant, il y a eu longtemps d'opposition. Donc nous, on regarde Mitterrand comme quelqu'un qui a duré. Et c'est ça qui nous paraît important. C'est la durée de ce qu'il fait et non pas... on ne prend pas feu pour un livre qui paraît, dont tout le monde parle, et notamment les médias font leur travail. Pour ces hommes, il n'y a pas d'affaire Mitterrand-Bousquet. Tout cela appartient au passé. L'essentiel est que Mitterrand, président, soit resté fidèle à leur idéal. S'il respecte un certain nombre de valeurs, je crois que François Mitterrand les a respectées. Je ne vois pas, je n'en demande pas plus. Et je ne pense pas, je n'ai rien à pardonner à François Mitterrand. J'ai simplement à constater qu'il a souvent agi avec beaucoup de bon sens, avec beaucoup d'humanité aussi. Et puis, pour le reste, ça le concerne. Bientôt septuagénaire, Pierre et Georges avouent être agacés par les attaques dont est l'objet le président, surtout quand elles viennent de leur propre rang.
Tant à gauche qu'à droite, les réactions sont innombrables dans le monde politique. Je vous propose cette synthèse préparée par notre service politique. La famille socialiste était impatiente hier soir de connaître les explications du président de la République sur son passé. Aujourd'hui, elle est partagée entre la critique et le soutien. Je pense que tout cela, cette volonté de faire face à la maladie, de faire face au débat et de lever toutes les ambiguïtés, force totalement le respect et je pense que ça clôt la polémique. Personnellement, ce qui, moi, m'horrifie et je trouve épouvantable, c'est d'avoir pu continuer à être lié et ami avec un homme comme Bousquet, même s'il dit mais on l'a jugé, du moment que la justice était passée, qu'il n'avait pas été condamné, je pouvais continuer à le voir, mais d'avoir envie même de serrer la main à cet homme. J'aurais aimé en fait, voyez-vous, et je le dis avec, pardon pour ce mot, mais la tendresse, j'aurais aimé qu'il nous dise sur Bousquet, je me suis trompé. C'est lui qui a voulu nous parler de Bousquet. En gros, je connaissais tout ça, je l'avais appris, de lui en particulier. J'aurais aimé qu'il dise « je me suis trompé sur l'homme ». Peu de commentaires en revanche du côté du gouvernement. Mais dans la majorité, les explications du président n'ont pas convaincu. Je crois que le président de la République a expliqué quel avait été son parcours. Sur ce point, moi je n'ai pas de commentaire à faire. Je dis simplement que je me réjouis qu'au niveau de ma famille et du mien, nous ayons un engagement plus rapide et plus clair. Le pathétique, c'est qu'en plus de ce combat pour la survie, pour lui, contre la mort, il y avait une sorte de combat contre sa propre vie, contre son passé, pour essayer de justifier ce qui n'est pas facilement justifiable. Les propos du président de la République n'ont apparemment pas contribué à dissiper le malaise que provoque en France l'évocation de cette période. Hier soir, François Mitterrand est apparu aux yeux des Français comme un homme soucieux de ne rien cacher et de tout assumer, tout en ne reniant rien. Cela dit, on vient de le dire, tout ce que nous venons d'entendre, Albert Duroy, semble indiquer que les polémiques ne sont pas totalement éteintes. Oui, effectivement, tout ce qu'on vient de voir montre que l'impact de l'émission d'hier soir peut se résumer en deux mots, l'émotion et le trouble. Émotion devant un homme âgé, dont l'agilité intellectuelle est certes intacte, mais qui est visiblement affaibli par la maladie. Et comme il faisait face à des questions légitimes mais pénibles, beaucoup, toutes opinions confondues, ont été touchés. Mais le trouble demeure, et cela à double titre. Sur son passé, Mitterrand n'a manifesté ni regret ni remords, et du coup il continue à susciter interrogation et incompréhension. Mais d'autre part, cet itinéraire d'un homme nous ramène au déchirement d'une nation. Ce passé collectif, les Français ont toujours eu du mal à l'admettre, ils ont plutôt cherché à l'oublier, ou plus grave, à le réécrire pour le rendre plus supportable. Le retour de Mitterrand sur lui-même nous contraint nous aussi à un retour sur nous-mêmes. Cela dit, Albert Duroy, quelles peuvent être les conséquences purement politiques de l'émission d'hier? Eh bien, c'est la première fois, à mon sens, qu'on est dans cette situation. Au lendemain d'une intervention présidentielle, personne ne parle de l'influence qu'elle peut avoir sur la vie politique des prochains mois, et cela malgré une échéance capitale. Le chef de l'État garde certes les pouvoirs que lui confère la Constitution, mais l'homme Mitterrand, en s'expliquant pour l'histoire, s'est placé en quelque sorte au-delà de l'actualité, au-delà de sa propre vie. Reste à savoir s'il est possible de conjuguer le fait de passer, la volonté de passer dans l'histoire et de demeurer influent dans le présent. Merci. Autre titre de l'actualité, le gouvernement a décidé de procéder avant la fin de cette année à l'ouverture du capital de Renault. Selon Gérard Longuet, le ministre de l'Industrie, l'État devrait céder environ 28% du capital tout en restant majoritaire à 51%. Tout de suite précision avec Léo Lamberton. Annoncée puis annulée, la réunion interministérielle consacrée aux privatisations a finalement eu lieu à l'hôtel Matignon en fin d'après-midi. Et comme prévu, le gouvernement a enfin annoncé sa décision sur Renault. Le gouvernement a décidé de procéder d'ici la fin de l'année à l'ouverture du capital de Renault. Volvo, l'État gardera la majorité du capital de Renault, donc ça n'est pas une privatisation. Aujourd'hui, le capital de Renault est le suivant. 1% appartient aux salariés, l'État détient 79%, Volvo 20%.
Après l'ouverture du capital, l'État restera toujours majoritaire avec 51%. Volvo ne gardera plus que 8 à 12% de ses parts. Seront donc mises en vente 36 à 40% du capital de Renault. Combien d'actions Renault pourront acheter les Français? Difficile de le dire aujourd'hui, car une partie du capital sera vendue à des entreprises comme Elf ou AXA, à des investisseurs financiers et aux salariés de Renault. La réponse sera connue dans quelques semaines quand la commission de privatisation aura rendu ses conclusions. Quand aura lieu l'ouverture du capital? Le gouvernement dit officiellement avant la fin de l'année, officieusement avant la fin novembre. Combien rapportera l'opération à l'État? Entre 8 et 12 milliards de francs. Difficile d'être plus précis, car l'ancienne régie n'est pas cotée en bourse. Ce sera donc un baptême, et comme cadeau, Renault empochera au passage une augmentation de capital de 2 milliards de francs. Depuis toujours, Renault est un véritable mythe dans le PIF, le paysage industriel français. On a parlé de forteresse de la classe ouvrière, mais aussi de laboratoire social. Actuellement en première marque automobile française, Renault a longtemps été un symbole du capitalisme d'État à la française. Les syndicats, à commencer par la CGT, sont très en pointe dans le combat contre une éventuelle privatisation de l'entreprise. Alors comment réagissent ce soir les salariés? Enquête de Luc Bazizin et Georges Janssen. L'ouverture du capital de Renault se ferait à hauteur d'à peu près 28%. Dans les bureaux de la CGT, chacun attendait aujourd'hui cette confirmation. Mais ici, les militants avaient déjà prévu de s'organiser depuis longtemps. L'ouverture de capital, ils sont contre et veulent le faire savoir. C'est pour ça qu'ils viennent de décider de lancer une grève dans toutes les usines Renault le 20 septembre prochain. Quand nous savons que déjà pour le 20 septembre, c'est pratiquement l'ensemble d'un département comme la Sarthe qui sera aux côtés des salariés de Renault Le Mans dans la grève, nous considérons qu'effectivement il y a besoin de permettre au mécontentement de s'exprimer et comme l'ont fait les jeunes contre le CIP, il y a possibilité de faire reculer le gouvernement. Vous pensez qu'on peut encore empêcher la privatisation de Renault? Évidemment, rien n'est jamais définitif et rien n'est jamais acquis. C'est les luttes et le rapport de force qui définira les décisions finales. Autre ambiance à la sortie des bureaux du siège Renault à Boulogne-Billancourt. Ici, l'ouverture de capital ne suscite pas la même émotion. Si l'argent est bien réinjecté à bon escient, je pense que ça peut être constructif. Maintenant, c'est toujours le même problème. On sait l'argent qui part de notre portefeuille, mais on ne sait pas ce qu'il devient par la suite. Je pense qu'on ne peut pas avoir les inconvénients des deux systèmes et qu'il faut être soit totalement privatisé, soit totalement à la solde de l'État. Vu le passé qu'on a connu, je ne suis pas contre la privatisation. C'est très bien pour développer pour la région Renault. Et vous, des actions Renault, vous en achèterez? Éventuellement, oui. À quel prix, quand, comment? Pour le moment, seule certitude, la mise sur le marché d'une minorité du capital aura lieu avant la fin de l'année. Avec nous en direct, le président de Renault, Louis Schweitzer. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content de cette décision du gouvernement ou est-ce que vous auriez préféré une franche privatisation? Je suis satisfait parce que ce que le gouvernement a décidé, c'est-à-dire d'ouvrir le capital de Renault, ça permet à Renault d'avancer et ça donne à Renault de nouveaux moyens pour se développer et aller plus loin, conquérir de nouveaux marchés, investir plus. Donc je suis content. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les clients de Renault? Pour les clients de Renault, ils ne verront pas de changement brutal parce que ça fait beaucoup d'années que Renault est géré comme une entreprise concurrentielle. Nous savons que le bonheur de Renault, la prospérité de Renault, l'avenir de Renault, ça dépend de la satisfaction de nos clients. Donc, pour nos clients, on essaye de se mettre en quatre. On aura un peu plus de moyens pour se développer, un peu plus de liberté pour agir, et donc, on fera encore mieux si on le peut. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les salariés de Renault? Je ne vous apprendrai rien en disant qu'il y a une inquiétude. La CGT a déjà annoncé une grève pour la semaine prochaine, le 20. La CGT est effectivement hostile à l'ouverture de capital de Renault. Ce que je voudrais dire, c'est que pour les salariés, ça ne changera pas ni leur contrat de travail, ni leurs conditions, ni leurs conventions collectives. Bref, ça n'enlève aucun des droits des salariés. Ça leur apporte deux choses. Ça leur apporte d'abord la possibilité de devenir actionnaire de Renault, à des conditions avantageuses, donc de profiter des succès de Renault. Et il faut rappeler que Renault gagne de l'argent depuis 7 ans, donc Renault remporte des succès. Et puis, ça fera que ces salariés seront dans une entreprise, je le répète, qui aura plus d'atouts pour se développer. Et le développement de l'entreprise, c'est ce qui assure l'emploi des salariés. Donc, ils ne perdront rien, ils auront deux atouts supplémentaires. Alors précisément, ça sera ma dernière question. Est-ce que selon vous, cela va vous aider à conquérir des marchés à l'étranger? C'est bien l'objectif. Une entreprise, ça vit pour grandir, pour se développer, pour trouver de nouveaux débouchés. Et nous avons réussi à trouver de nouveaux débouchés, d'abord en Allemagne, puis en Grande-Bretagne, dans l'Europe. Maintenant, il faut aller un peu au-delà de l'Europe et aller dans les nouveaux pays qui se développent afin de porter Renault
encore dans de nouveaux marchés et donc gagner plus. La curiosité est un vilain défaut. Est-ce que je peux vous demander ce que représente la maquette qui est derrière vous? C'est la future modèle top secrète de Renault? Non, s'il était tout à fait secret, je crains qu'on ne l'aurait pas montré à la télévision. Il se trouve que c'est ce qu'on appelle un concept car, c'est-à-dire nous mettons nos idées dans des formes pour réfléchir à ce qui plaira aux clients de demain. Ça, c'est une des idées que nous avons eues. Vous ne la verrez jamais rouler dans la rue. Merci beaucoup Louis Schweitzer d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous propose maintenant de prendre de l'altitude avec des images très spectaculaires du Beluga, le surnom donné au nouvel Airbus A300-600 ST, le plus gros avion cargo du monde par le volume emporté, 150 tonnes, qui a, vous le voyez, effectué aujourd'hui son premier vol d'essai dans le ciel toulousain. Dès l'année prochaine, ce Beluga va remplacer les Boeing utilisés actuellement par Airbus Industrie pour acheminer les différentes pièces des avions de la gamme entre les usines qui sont implantées en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore en Espagne. Le cardinal de Courtrai, toujours entre la vie et la mort, victime hier d'une hémorragie cérébrale, l'archevêque de Lyon, primat des Gaules, est toujours dans le coma profond et son état est jugé très préoccupant. L'annonce de l'hospitalisation de Monseigneur de Courtrai a suscité une vive émotion parmi les Lyonnais. Reportage de nos correspondants Françoise Vallée, Olivier Jacquelin. Cela fait maintenant plus de 24 heures que Monseigneur de Courtrai est en soins intensifs dans ce service de l'hôpital neurologique de Lyon. Victime d'une hémorragie cérébrale, le cardinal est toujours dans un coma profond. Ce matin, la direction des hôpitaux et l'archevêché ont rendu public son bulletin de santé. Son état est préoccupant et stationnaire. Après divers examens, les médecins n'envisagent pas d'opération chirurgicale et restent réservés sur son sort. C'est une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire que je crois que le lobe gauche du cerveau est envahi de sang. Si j'ai bien compris le professeur, il y a 250 cm3 de sang dans le lobe gauche. Monseigneur Cornillon s'est ensuite rendu à l'hôpital pour administrer au cardinal les derniers sacrements. Quelques proches et la sœur aînée du prélat ont également pu se rendre à son chevet. Depuis hier, des messages de soutien émanant de personnalités ou de simples fidèles affluent à l'archevêché. Un nouveau bulletin de santé est annoncé pour demain, en fin de matinée. À l'étranger, plus précisément à Montréal, comme prévu par les sondages, et même si l'écart est finalement moins important que l'on le pronostiquait, les séparatistes québécois ont remporté les élections provinciales. Il reste au nouveau Premier ministre, Jacques Parizeau, à convaincre ses supporters francophones qu'ils doivent faire sécession et donc créer une nation indépendante. Reportage de notre envoyé spécial, Michael Darmon. La chronique de Québec retiendra peut-être ce moment comme l'appel du Capitole. Jacques Parizeau, élu depuis 2 heures à peine, improvise devant ses militants un référendum express. Mais nous y sommes maintenant. Voulons-nous devenir un peuple normal dans un pays qui lui appartient? Cette question sera posée l'année prochaine aux Québécois sans aucune certitude quant à leur réponse. Alors au lendemain de la victoire des souverainistes, certains ne voient qu'une raison pour expliquer cette prise du pouvoir. On n'a jamais donné plus que 2 mandats à un gouvernement. Donc un changement pour la majorité de Québécois s'impose. Il sort d'une période électorale pour entrer bientôt dans une campagne référendaire, mais les Montréalais ne semblent pas bouleversés. D'autant que le score d'hier a été plus serré que prévu, l'équilibre rassure et conforte chacun dans ses positions. J'avais peur d'une majorité séparatiste et les séparatistes sont un peu contrôlés maintenant. Si tout le monde pense ensemble, on pourrait, même avec les Anglais, très bien s'entendre aussi. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. De son côté, la presse souligne le demi-échec des souverainistes, les prochains bras de fer entre Ottawa et Québec, avec le sentiment que l'histoire repasse les plats comme en 1976. Victoire des indépendantistes aux élections, échec au référendum. On va perdre 1 an à parler de référendum, à planifier un référendum, d'autres études. Et tout ça pour rien, parce qu'on sait qu'il ne passera pas le référendum. Avec l'arrivée des indépendantistes au pouvoir, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour le Québec. Les nouveaux dirigeants devront tout d'abord prouver qu'ils sont capables de sortir le pays de la crise s'ils veulent avoir la moindre chance de convaincre des Québécois réticents à l'idée de l'indépendance. Les préparatifs d'une intervention militaire en Haïti semblent s'accélérer. Elle pourrait intervenir à bref délai selon la Maison-Blanche, alors que 2 porte-avions américains ont appareillé à destination de l'île avec à bord des hélicoptères de débarquement et des troupes aéroportées.
Au Caire, la conférence des Nations Unies sur la population s'est achevée avec l'adoption d'un programme d'action destiné à maîtriser l'explosion démographique qui menace la planète. Le document final a été signé par les représentants de 182 pays, mais le Vatican et plusieurs États latino-américains ont rejeté les articles concernant l'avortement et la sexualité. Un chiffre qui illustre l'urgence. Durant les 8 jours, 8 heures et 45 minutes qu'a duré cette conférence, 3 56 000 bébés sont nés à travers le monde, soit en moyenne 4 par seconde. Les coupes européennes de football, le FC Nantes a ouvert le feu cet après-midi. Mauvais présage pour les Français. Les Canaries ont en effet été battus par Volgograd par 3-2. Récit François Brabant. À droite, Patrice Loco. À gauche, Nicolas Wedek. Depuis le début de la saison à Nantes, il ne se passe pas un match sans que l'un ou l'autre ne marque. Et même parfois, ils s'y mettent à deux. 25e minute, Loco pour Wedek, 1-0. Mais juste au moment où on croit qu'ils ont fait le plus dur, les Nantais vont en prendre pour leur Volgograd. 5 minutes avant la mi-temps, Gerashenko de la tête égalise. La tête, ça marche bien côté russe. 63e minute, Netchaï remet ça 2-1 pour les Russes. Puis 3-1, 13 minutes plus tard, pas de chance pour Nantes. Cette fois, c'est le mur qui détourne le coup franc de Veretennikov. On croit que les Russes ont fait le plus dur, mais Nantes revient. Loco pour Endoram, 3-2. Cette fois, on se dit que Nantes a fait le plus dur et on a raison. Volgograd va marquer le plus beau but de la soirée, mais l'arbitre le refuse pour une faute sur Capron. Score final, Volgograd 3, Nantes 2, un but à remonter pour les Nantais. Le plus dur reste à faire. Demain, le PSG affrontera le Bayern de Munich et bonne nouvelle ce soir pour les Parisiens. Papin, toujours blessé au genou, a en effet dû déclarer forfait. Comme promis, nous allons terminer ce journal avec un revenant, Francis Cabrel, après 5 ans d'absence. Le chanteur retrouve en effet la scène en engageant un véritable marathon, 3 salles différentes dans Paris, puis la province. Concert à guichet fermé. Cabrel reste plus que jamais fidèle à son village du Lot-et-Garonne et c'est pourquoi c'est dans la verdure qu'Éric Perrin et Christian Autin l'ont rencontré. Est-ce un hasard? Mais on dit chercher l'accord. Il y a eu l'accord tout en harmonie de l'album précédent Sarbacane, avec un Francis Cabrel devenu père de famille, nageant dans un bonheur évident. Il y a aujourd'hui l'accord plus dissonant du nouvel album Samedi soir sur la Terre. Dissonant parce que les nouvelles chansons, pensées comme des chroniques, parfois inquiètes, parlent du monde. Après 5 ans d'absence, Francis Cabrel revient. Si l'artiste paraît plus anxieux, l'homme semble paradoxalement plus sûr de lui. Pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir l'étiquette du bluesman ou du rocker, mais surtout du bluesman que j'aurais aimé être en fait. Puisque toute la musique que j'aime, comme disait l'autre, elle vient de là, elle vient du blues. Et que maintenant, je m'en inquiète plus, quoi. En fait, c'est vrai. Ce qui est important, c'est de faire des chansons. Si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. Elle m'a dit. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. Dans la chanson française, Cabrel est un phénomène à part. Déjà plus d'1 million d'albums vendus, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Olympia et le Zénith presque totalement remplis sans une seule affiche. Francis est un terrien, fidèle à son Lot-et-Garonne. Il est vrai, alors il séduit. J'aime pas trop chanter devant des gens que je connais. Soit la famille, soit les amis, soit des gens proches, les voisins, tout ça. Je préfère chanter loin de chez moi, dans des contrées comme Paris justement. C'est une espèce de foule anonyme et sentimentale. Sur scène, pas d'effets spéciaux, de lasers déchirants ou de sons saturés. Francis chante comme à la maison, à chacun. Il y a des samedis soirs sur la Terre qu'on aimerait passer en sa compagnie. Vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être.
Voilà ces deux dernières informations pour être tout à fait complet. L'auriez-vous cru? Les Français sont les plus gros buveurs d'eau minérale dans le monde, 100 litres en moyenne et par an et par habitant. Et puis cette étonnante conclusion tirée d'une étude très sérieuse menée par un pédiatre britannique: l'amour grandit l'homme. Je m'explique, les enfants qui se sentent mal aimés produisent moins d'hormones de croissance que les autres. Moralité, câlinez votre enfant et il deviendra grand. Transition toute trouvée pour vous rappeler la diffusion tout à l'heure sur France 2 du film 3 hommes et un couffin. Vers 22h45, la deuxième partie du magazine de Jean-Luc Delarue, ça se discute. Vers minuit, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac, avant le cercle du même nom présenté par Laura Adler. Demain, Daniel Vigoux à 7h50 pour les 4 vérités recevra Bruno Maigret, secrétaire général du Front National. Le dicton du jour: à la Saint-Aimé, c'est ma fête. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant. À demain 20h, excellente soirée, merci.